Je pense que donc, on va enchaîner maintenant avec, les différents, acteurs, qui interviennent au niveau du CHU de Bordeaux et donc dans un premier temps, nous allons écouter le docteur Olivier Mollier qui est donc neurochirurgien, à Bordeaux et qui va nous parler des, prises en charge au niveau chirurgical des patients atteints de glioblastome. Merci Olivier. C'est bon, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, C'est bon, on te parfait. voit, on t'entend. Et vous m'entendez? Parfait. Donc, je remercie Thomas et puis tous les organisateurs de cette journée de me donner la parole. Et je vais donc vous parler des nouveautés dans les prises en charge chirurgicales des tumeurs gliales. Alors, quand Thomas m'a soumis ce titre, cet intitulé de présentation, je me suis demandé un petit peu de quoi j'allais parler. Et puis, parce que depuis que j'ai commencé à faire de la neurochirurgie, les avancées chirurgicales ne sont pas majeures, mais en réalité, c'est une somme de petites avancées qui nous permet aujourd'hui de prendre en charge au mieux les tumeurs gliales. Et puis, si on dézoome un peu et qu'on regarde dans l'histoire de la neurochirurgie, on a quand même fait des progrès tout à fait considérables depuis 1884, où la première exérèse d'une tumeur cérébrale intracérébrale et non pas intracrânienne, puisque des tumeurs intracrâniennes avaient été réséquées avant. La première intervention donc est réalisée par le docteur Godley, avec un succès relatif, puisque le malade décède 28 jours plus tard d'une méningite post-opératoire. Mais néanmoins, on se rend compte que la possibilité technique de retirer un tissu tumoral au sein du tissu cérébral est réalisable. Les progrès actuels de la chirurgie, donc finalement, en tout cas les progrès des dernières années, sont des progrès liés plutôt à l'utilisation et l'implémentation de techniques diverses plutôt que sur le geste chirurgical lui-même, puisque le geste chirurgical a été clairement défini dans les années 30, 20, des années 20-30, même peut-être un petit peu avant par les neurochirurgiens américains en particulier, mais c'est l'arrivée des pinces bipolaires qui permettent la coagulation et puis du microscope opératoire qui lui a été popularisé dans les années 60 par Ghazi Asargil, un neurochirurgien d'origine turque qui a travaillé au départ à Zurich. C'est ça qui a permis d'améliorer la test. Mais ce qui nous importe le plus, vous allez voir, il y a plusieurs problématiques. En réalité, dans la chirurgie d'une tumeur cérébrale, l'idée, c'est retirer le maximum de tissu tumoral tout en préservant le tissu cérébral sain qui est au pourtour. Voilà. Donc, une des problématiques majeures à laquelle on fait face, c'est repérer de façon précise la lésion pour à la fois faire l'ouverture la plus petite possible, ce qu'on fait quand c'est des petites lésions bien localisées, mais également repérer les structures cérébrales adjacentes. Et les progrès de l'imagerie et les progrès majeurs de l'IRM ces dernières années nous permettent désormais d'utiliser ce que vous voyez sur la gauche, qui est le système de neuronavigation, donc un système de repérage lors de l'intervention de la tumeur et puis des structures adjacentes, qui nous permet de savoir de façon précise, de corréler de façon fine l'imagerie et ce que nous observons lors de l'intervention. Et puis, on peut désormais utiliser des systèmes dans lesquels on rajoute, par exemple, ce que vous voyez en bas à droite, de l'imagerie de tenseurs de diffusion où on peut voir des faisceaux de fibres et on voit très nettement où se positionnent les faisceaux de fibres afin de tâcher de les préserver lors de l'intervention chirurgicale. Donc ça, c'est vraiment des gros progrès. On utilise à meilleur escient l'imagerie et ces nouvelles modalités. La deuxième chose qui est un élément extrêmement important, c'est l'extension de la résection. Il faut à la fois retirer le maximum de tissu tumoral, mais en même temps préserver le tissu sain. Et ce qu'on voit quand on opère une tumeur cérébrale, et en particulier un glioblastome, c'est que la tumeur, au bout d'un moment, se confond avec le tissu cérébral qui est adjacent. Et donc, une fois qu'on a retiré la partie centrale nécrotique, qui est la partie la plus tumorale de façon évidente, il faut ensuite donc,
apprécier, le neurochirurgien doit apprécier s'il faut aller plus loin dans la résection et s'il faut retirer aussi un tissu qui en apparence est sain et qui en réalité est probablement infiltré par des cellules tumorales. Et c'est là que depuis les années 2000, l'utilisation du 5-ALA, le docteur Dupin en parlera ensuite dans sa présentation, qui est un produit qui est métabolisé en un composé porphyrine qui devient fluorescent sous lumière ultraviolette et qui s'accumule spécifiquement dans les cellules tumorales. Et bien, l'utilisation de ce produit permet de rendre fluorescentes les cellules tumorales. Donc, l'idée de l'utilisation du 5-ALA, c'est qu'une fois qu'on a retiré tout le tissu qu'on trouvait anormal, eh bien, on allume la fluorescence et on voit s'il reste des cellules tumorales. Ça permet d'améliorer la qualité de la résection et cette amélioration de la qualité de la résection est corrélée à un meilleur pronostic et une meilleure efficacité des traitements post-opératoires. J'ai mis en bas la référence également d'un article de revue qui établit ce lien direct entre la qualité de la résection et le pronostic pour les malades. L'autre problématique, donc, c'est de mieux identifier les zones fonctionnelles. Finalement, c'est de savoir de façon précise où se trouvent les régions les plus fonctionnelles, en particulier pour la vision, la lecture ou le langage, également pour la motricité, quand on a une formation tumorale située à proximité d'une zone fonctionnelle. C'est le cas ici, c'est un jeune patient qui est âgé de 35 ans, qui a une lésion que vous pouvez voir sur la reconstitution tridimensionnelle de son cerveau, avec cet aspect un peu déplissé des sillons. Et puis, c'est un patient qui était gaucher. Notre question, la tumeur était à droite, située a priori dans les régions fonctionnelles pour le langage. Notre question a été de savoir quelle était la latéralisation de son langage et donc de savoir si son langage était latéralisé à droite, comme on pouvait le penser chez 25% des gauchers, ou s'il était latéralisé à gauche. Nous avons donc fait réaliser une IRM fonctionnelle pendant laquelle on fait parler le malade lors de l'IRM et on voit quelle zone spécifiquement s'active. Et chez ce patient, c'est le côté gauche qui s'activait. Donc, c'est un entre guillemets faux gaucher, un gaucher qui parle avec le côté gauche. Et donc, nous avons pu retirer la tumeur dans une intervention chirurgicale dite conventionnelle. Pour préserver les zones fonctionnelles, vous avez à gauche un dessin qui date de 1903 d'Harvey Cushing, donc un des pères fondateurs de la neurochirurgie moderne, qui, dès cette époque, dès le tout début du XXe siècle, avait pu réaliser des stimulations électriques, des stimulations corticales péropératoires. L'idée est de repérer de façon précise où se trouvent les régions fonctionnelles, puisque, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer dans les années de découverte de la neurologie à la fin du XIXe siècle, où on pensait que finalement chaque zone du cerveau était dévolue à une fonction précise. En réalité, ces fonctions sont étalées sur des zones de cortex parfois un petit peu larges. Et quand le patient n'a pas de déficit, par exemple, du langage avant l'intervention, eh bien, on se dit que le langage s'est réparti au pourtour de la zone de la tumeur quand elle est située, là où le langage devrait être localisé. Donc, l'idée, c'est pour préserver ces zones fonctionnelles d'utiliser des interventions dites en chirurgie éveillée, interventions donc pendant lesquelles on endort le malade pour exposer la zone de la tumeur. On le réveille ensuite, il n'a aucune douleur puisque on a fait une excellente anesthésie en particulier du scalp. Et puis, on peut tester avec une stimulation électrique du cortex pour repérer précisément les zones fonctionnelles et individualiser la tumeur. Cette technique qui était exclusivement réservée aux tumeurs gliales de grade 2 ou de grade 3, mais plutôt de grade 2, désormais, on peut l'étendre dans certaines situations très particulières, mais on peut l'étendre à des tumeurs gliales de plus haut grade. Le problème des tumeurs gliales de grade 4, c'est que quand on veut retirer, faire une résection optimale, si on est à proximité d'une zone fonctionnelle et que donc la stimulation altère la fonction, eh bien on est obligé de s'arrêter et ça veut dire laisser en place du tissu tumoral, ce qui signifie qu'effectivement en termes de pronostic, notre geste chirurgical sera moins bon. Donc c'est pour ça que ces techniques, on les utilise quand même de façon assez exceptionnelle. Et puis enfin, la chirurgie a l'avantage de permettre éventuellement un traitement péropératoire, un traitement local, c'est-à-dire l'implantation de produits. Éric Chevet parlait de biogel avec des molécules qu'on peut mettre à l'intérieur. À l'heure actuelle et de façon routinière en clinique, ce qu'on utilise le plus, c'est la carmustine, donc les pastilles de Gliadel, qui sont des pastilles de chimiothérapie qu'on dispose dans la cavité opératoire.
donc lors de l'intervention, avec là encore des limites en particulier de taille. Si la cavité impératoire est trop volumineuse, on ne peut pas implanter, ou en tout cas on ne couvrira pas l'ensemble des parois avec ces pastilles, puisqu'on peut implanter au maximum 8 pastilles lors de l'intervention. Et puis la deuxième chose, c'est que dès que les ventricules sont ouverts, par exemple, on ne peut pas l'utiliser non plus. Donc il y a un certain nombre de restrictions à l'utilisation de ces produits. Voilà. Donc l'idée, voilà, j'en ai terminé. Je vais passer la parole à mes collègues. L'idée, c'est de proposer maintenant un traitement véritablement sur mesure pour chaque malade, où on essaye de faire une balance la plus fine possible entre retirer la plus grosse partie de la tumeur, s'assurer de ne pas altérer son état neurologique et éventuellement donc utiliser en plus des traitements locaux quand c'est possible. Voilà. Je vous remercie. Je reste bien évidemment disponible pour vos questions. Merci beaucoup Olivier, présentation très claire avec des schémas datant d'il y a quelques centaines d'années. Donc on voit quand même que ça évolue, c'est ça qui est intéressant. La dernière chose que je voulais donc aborder, c'est qu'avec Olivier, je le répéterai durant cette matinée, mais on commence à travailler ensemble sur le fait donc d'avoir accès à des échantillons tumoraux de patients qui n'étaient pas utilisés jusqu'alors au niveau des laboratoires de recherche sur Bordeaux, pour essayer justement de mieux comprendre comment se développe cette pathologie et essayer d'avancer notamment dans la prise en charge thérapeutique. Donc je vais faire une transition vers le docteur Charles Dupin, donc Olivier en a parlé, qui va nous proposer en fait une présentation qui aborde notamment les notions de radiothérapie, puisqu'il est radiothérapeute, mais il est aussi doctorant dans un laboratoire de recherche de Bordeaux. Voilà, je te remercie Charles et je te laisse la parole. Ok, très bien. Donc, je prends la parole et je prends l'écran. Alors, tac. Et... Donc là, vous m'entendez, ça marche? Thomas, bon. Est-ce que ça va? Ouais, Oui, bon. c'est parfait. Merci. Très bien. Donc, je remercie la RTC de me permettre de parler aujourd'hui de mon projet de recherche en tant que doctorant. Donc, moi, je suis radiothérapeute. Je fais des traitements de glioblastome en clinique depuis maintenant peut-être une dizaine d'années. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir démarrer un travail de recherche dans le cadre d'une thèse de sciences. Et justement, mon intérêt s'est porté plutôt sur le glioblastome. Donc, je suis dans le laboratoire du professeur Moreau-Gaudry en unité 1035, on en reparlera tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de voir un peu comment on peut passer justement de la clinique à une idée vers un projet de recherche et comment est-ce qu'on peut essayer de le concrétiser. Ça va être la démarche pendant la présentation. Donc ce n'est pas les actualités en radiothérapie, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut faire cette démarche-là. Donc voilà, bon, la clinique, on ne va pas s'y attarder plus que ça. Tout le monde connaît le pronostic un peu défavorable des tumeurs cérébrales primitives de grade 3-4, comme on peut le voir ici dans l'étude de référence de Stoup actualisée dans Lancet Oncology en 2009 avec peu de très longs survivants. Hein. Ils existent et c'est tant mieux, mais ce n'est pas toujours satisfaisant quand on est clinicien, on veut toujours aller un petit peu plus loin. Et en fait, l'idée de ce travail de recherche est arrivée quand j'ai vu une publication justement qu'évoquait le docteur Mollier tout à l'heure sur l'ajout du 5-ALA pour les chirurgies de glioblastome. Donc, en fait, le principe consiste à à faire boire aux patients un produit qui est un précurseur de l'EM qui est ici à l'écran, qui est le 5-ALA, et qui, en étant métabolisé par le corps du patient, permet de spécifiquement s'accumuler dans les tumeurs cérébrales, ce qui permet, quand on éclaire en bleu en ultraviolet, disons, la lésion en péropératoire, de mieux voir, comme on le voit sur l'image de droite, là, la partie de glioblastome. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps du patient? En fait, dans toutes les cellules, on a ce système-là qui est le cycle de Lem. En fait, on va ajouter un précurseur qui s'appelle le 5-ALA qui va rentrer dans le cycle et qui va accumuler, là, c'est ce qui est entouré en rouge, une molécule qui s'appelle la protoporphyrine 9 qu'on arrive à visualiser. Donc, en fait, dans ma tête de radiothérapeute, il s'est passé la chose suivante. Je me suis dit, tiens,
on a quelque chose qui s'accumule spécifiquement dans le cerveau, qui n'est pas forcément quelque chose qui est connu pour être antitumoral. Et en radiothérapie, un de nos jobs, c'est justement de viser une zone spécifique dans le cerveau. Donc, on a une spécificité spatiale par la radiothérapie, on a une spécificité d'accumulation d'un produit. Est-ce que ce produit ne serait pas un produit qui serait radiosensibilisant? Parce que même s'il radiosensibilise de façon identique, on va dire le tissu normal et le tissu pathologique, s'il s'accumule davantage dans le tissu pathologique, à ce moment-là, on peut avoir une combinaison d'efficacité. Donc, est-ce que ça n'a pas déjà été étudié? Parce que finalement, c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps, cette histoire d'accumulation. Donc oui, ça a été étudié, mais pas tout à fait dans les situations qui nous permettraient aujourd'hui de passer à l'homme. Et donc ça, c'est vraiment l'idée du projet d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on sait, en tout cas chez la souris, dans le modèle que je vous ai mis à gauche? Donc, on a des tumeurs qui ont été, par exemple, injectées en sous-cutané sur des rats. Et en fait, on a ajouté ou non du 5-ALA à la radiothérapie. Et ce qu'on voit, c'est que sur le volume tumoral moyen qui est représenté en ordonnée, l'ajout du 5-ALA à la radiothérapie permet d'avoir une croissance tumorale moindre. Donc là, on a un peu, on parlait de preuve de concept tout à l'heure, l'idée que peut-être ça peut être intéressant de combiner le 5-ALA à la radiothérapie. Ça, c'est une première chose. On a une deuxième chose qui est que ce modèle est éventuellement transposable dans des modèles murins. Là, ce qu'on voit sur l'exemple que j'ai mis à droite, qui est paru récemment, en fait, c'est quelque chose que je voulais faire aussi pour ma thèse, mais du coup, l'article est paru immédiatement après. Donc, c'est parfait parce que du coup, ça marchait bien. Consistait à ajouter dans un modèle là de mélanome intracérébral, du 5-ALA à la radiothérapie. Et ce qui avait été constaté par l'équipe de Takahashi, c'était que l'ajout de la radiothérapie et du 5-ALA était potentialisateur. Donc, on avait aussi un modèle qui, chez la souris, montrait qu'en intracérébral, on pouvait avoir cette potentialisation. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose qui se rapproche pas mal de ça au niveau du laboratoire. Donc, le travail de Mario Terlizzi, qui est un collègue radiothérapeute qui a fait son M2 dans le laboratoire, a consisté, entre autres choses, évidemment, à montrer qu'on pouvait potentialiser les cellules, la radiothérapie par ce 5-ALA, qui s'accumule spécifiquement en protoporphyrine 9 en suivant le cycle de l'ADN. Mais on a montré, alors c'est une échelle logarithmique et en ordonnée, donc en fait, les deux courbes n'ont pas l'air forcément très séparées, mais en réalité, ça l'est. Le 5-ALA entraîne une plus grande mortalité dans ces cellules de modèle de glioblastome assez classique en association avec la radiothérapie. Et là où arrive un petit peu Thomas Daubon dans l'histoire, c'est qu'on a pu utiliser, il nous a prêté son modèle de cellules P3 qu'on cultive au laboratoire et qui a cette propriété de s'auto-organiser en sphère et qui a ce phénotype qui ressemble davantage probablement à ce qui se passe in vivo, avec donc cette organisation d'organoïdes qui est beaucoup plus difficile à manipuler parce que comme les cellules ne sont pas adhérentes, on ne peut pas appliquer tout ce qu'on veut aussi facilement. Donc en fait, j'apprends à dompter ces choses-là qui sont assez compliquées au laboratoire. Et donc le projet est finalement assez simple sur le papier. Il s'agit de faire une greffe orthotopique au niveau du cerveau des souris avec ces cellules P3 qui sont des cellules donc, de tumeurs dérivées de patients, et d'ajouter ou pas la radiothérapie, d'ajouter ou pas le 5-ALA, et de voir le résultat en termes de survie. Donc, d'un point de vue réglementaire, en fait, cette affaire est en train de se régler, puisque la saisine a été soumise courant du mois d'août. On attend le retour incessamment, et on a eu un financement par le Cancéropole Grand Sud-Ouest sur une bourse demandée en février qu'on a obtenue en juin et qui nous garantit le fait qu'on puisse utiliser l'irradiateur d'une part et qu'on puisse avoir les souris d'autre part. Enfin, du coup, c'est quelque chose qui va vraiment se mener à bien assez rapidement dès qu'un certain nombre de planètes seront en alignement, notamment la saisine et l'irradiateur. Donc, Éric Chevet parlait tout à l'heure de la synergie. C'est exactement ce qui se passe pour notre projet. Parce que je me suis dit, cette histoire de gliolan là, au niveau cérébral, les gens auraient déjà dû essayer. En fait, je pense que si ce travail n'est pas encore fait, c'est parce qu'en fait, il faut la conjonction d'un certain nombre de choses qui ne sont pas encore réunies et que nous, on peut réunir en fait, actuellement à Bordeaux. Bon, la radiothérapie clinique, on a un petit réseau qui est en train de se monter petit à petit avec le professeur Véronique Vendrely.
Mario Tedeschi, qui est Master 2, donc, qui était au laboratoire il y a un an, et moi-même qui fais ma thèse de sciences dans le même laboratoire, et d'autres, évidemment. La neurochirurgie avec le docteur Mollier. On a sur place un irradiateur préclinique qui permet de faire des irradiations cérébrales, uniquement cérébrales. Donc ça, c'est quand même un avantage qui est majeur plutôt qu'irradier les souris en totalité, ce qui est plus simple d'un point de vue technique, mais qui est beaucoup moins relevant d'un point de vue pratique. On a des spécialistes de la carcinogenèse dans l'unité de 1035 dans laquelle je travaille, puisqu'ils sont spécialistes en cancer, mais ils sont aussi spécialistes en porphyrique et justement ce cycle de Lem que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est important parce que moi, à la fin, je veux passer chez l'homme, donc j'ai besoin d'avoir des gens qui connaissent très bien ce qui se passe chez les patients, et au niveau biochimique, c'est des compétences qui sont quand même très particulières. Et on a bien sûr l'équipe de Thomas Daubon à l'IBGC qui connaît très bien aussi les tumeurs cérébrales, et on travaille avec eux justement pour bien mettre tout en place. Donc en fait, la coordination de ces, on va dire, de toutes ces compétences permet, à mon avis, de mener le projet à bien. Et donc c'est pour ça que je suis absolument impatient et réjoui de pouvoir bientôt faire ces choses-là. Voilà. La prospective et l'idée générale, c'est, parce que moi je pars de la clinique et je vais à la clinique, là je vous explique le chemin, mais c'est de s'approcher par le modèle le plus propre possible de quelque chose qui pourrait être appliqué chez l'homme. Et donc, l'idée, le déploiement des idées, derrière, c'est si ça fonctionne chez la souris. Évidemment, si ça ne marche pas, il faut s'arrêter. Hein, c'est l'idée, parce que sinon, il ne faut pas faire de préclinique. Mais si ça marche chez la souris, ce serait de faire des essais de phase 1 en réirradiation. Il n'y a pas de T-modal, enfin, pas forcément. Et après, de passer à des modèles un peu plus compliqués. On reproduit le Stub avec l'association avec le témozolamide et le 5-ALA. Et après, pour évidemment passer dans le Graal de tout le monde, c'est-à-dire essayer d'aller en première ligne avec association chirurgie, radiothérapie, T-modal et l'ajout de la molécule d'intérêt. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charles. C'est extrêmement important ce que tu montres, ce qu'on est en train de monter au niveau local dans les thématiques de neuro-oncologie. Donc, du coup, les allers-retours entre la clinique et les laboratoires et comment justement on peut mieux comprendre. Donc, c'est évidemment ce que montrait Éric Chevet, mais voilà. Donc, ce que je répète, c'est qu'on essaie de faire ça localement et voilà, la mayonnaise commence à prendre. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et ce schéma est, voilà, est très C'est vrai important. que l'idée est assez simple, et en fait, je pense que si les Japonais, là, justement, dont je parlais tout à l'heure, à Takahashi, ça fait longtemps qu'ils font des trucs comme ça, et en fait, ils mettent très longtemps, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avoir un modèle qui est assez précis, justement pour cette raison que c'est compliqué d'avoir cette synergie. Donc, je pense que là, c'est vraiment les planètes sont alignées, quoi. Et donc aussi, c'est grâce notamment à l'acquisition de matériel extrêmement coûteux dont parlait Charles, qui s'appelle le XENS, donc un irradiateur petit animal, grâce à l'énergie d'Andreas Bigfalvi et les compétences de Charles Dupin et Véronique Vandrelli aussi, qui écoutent ce live. Donc voilà, je tenais aussi à remercier tous les acteurs et évidemment les gens des animaleries. Les gens de l'animalerie qui savent très bien faire tout Je ne ça. laisse pas de côté parce que très important. Donc, Wilfried Soulero et Marie-Alix Dariep. Voilà, merci Charles. Très bien. Nous allons maintenant donc enchaîner avec Charlotte Broniman, donc qui est une oncologue pleine d'énergie donc du CHU de Bordeaux et qui va nous montrer donc comment à son niveau elle prend en charge donc les thérapies des patients qui sont atteints donc de tumeurs cérébrales. Voilà Charlotte, je te laisse la parole, qui j'imagine sera pleine d'entrain. Voilà, bonjour, moi je suis donc Charlotte Broniman. Je ne sais pas si vous voyez mon écran et si vous m'entendez. On t'entend, on voit pas ton écran, pour ma part. Là, c'est bon. Ça va être bon. C'est bon. Voilà. Donc, on m'a demandé de parler des avancées thérapeutiques et des essais cliniques prometteurs. Alors, moi, je suis donc neuro-oncologue, neurologue de formation. Donc, mon quotidien, c'est de traiter les patients. Et puis, dès que possible, de faire partie, en tout cas, que le CHU de Bordeaux fasse partie au maximum des essais cliniques, notamment nationaux, avec l'ANOCEF. On travaille beaucoup avec les essais voilà, de l'EORTC qui sont un peu européens, mais aussi de l'ANOCEF qui sont nationaux. Et puis ensuite, les essais cliniques qui sont plus locaux, ça c'est encore un petit peu en phase, comme par exemple avec Charles Dupin, hein, donc un petit peu pas encore à la clinique, mais ça va bientôt se faire.
Et donc, voilà, on a plein de choses à faire pour l'avenir. Alors, premièrement, hein, on commence par le diagnostic, bien entendu. C'est ça, il y a eu des avancées très importantes, notamment l'IRM multimodal. Hein, donc là, on n'est pas dans le traitement, enfin, c'est le début de la maladie, l'entrée dans l'histoire, hein, l'IRM qui montre donc de manière précise, avant même qu'il y ait eu encore le diagnostic histologique à l'anapathe avec une opération ou une biopsie. Eh bien, on peut déjà suspecter très fortement une part tumorale à l'imagerie. Donc là, ce que je vous ai mis, là, l'intérêt, c'est vraiment l'image de droite avec les couleurs qui permet vraiment, avec l'imagerie multimodale, que ce soit au diagnostic ou pour la suite, d'analyser la perfusion, qui permet vraiment de savoir si c'est tumoral, presque quel grade on est, et puis pour le suivi, c'est essentiel pour savoir les réponses au traitement et les récidives qui peuvent survenir. Ensuite, alors ça, c'est encore de la recherche. La radiomique, c'est une analyse beaucoup plus fine et précise de l'imagerie qui va peut-être se développer dans les prochaines années, qui permettent d'analyser avec l'imagerie encore plus précisément que l'imagerie multimodale, sur vraiment à partir des pixels, de savoir quasiment quelle anatomopathologie on peut trouver. Il y a certaines publications qui pourraient même parler de retrouver la mutation IDH, donc quasiment faire un diagnostic histologique sans forcément faire d'anapathe. Alors, on n'y est pas, hein, bien entendu, mais en tout cas, c'est des avancées qui pourraient peut-être arriver dans les prochaines années. Ce n'est pas du tout impossible. À voir, bien entendu. Alors ensuite, par rapport à la thérapeutique, peut-être, si vous connaissez les tumeurs cérébrales, vous savez hein, qu'il y a quand même, notamment pour les tumeurs de haut grade, un mauvais pronostic avec des médicaments qui fonctionnent en général pour la première ligne, mais lorsqu'il y a des récidives, eh bien, peu de choses fonctionnent. Et donc, le constat, c'est également qu'il y a peu de médicaments en fait, qui passent la barrière hémato-encéphalique suffisamment, en tout cas en quantité suffisante pour arriver au contact de la tumeur. Et c'est un petit peu ça qui est probablement limitant, puisque plus on augmente les doses pour qu'il y ait des doses importantes au contact de la tumeur, plus on a des toxicités dans le corps, puisque c'est des médicaments qui sont soit en intraveineux, soit en comprimé par la bouche, et donc qui finalement atteignent l'ensemble du corps et la tumeur, et donc on est limité avec finalement les effets sur le corps. Donc cette barrière hémato-encéphalique, en fait, elle est gênante pour le traitement de ces maladies. Puisque actuellement, en tout cas, hein, les traitements ne sont pas vraiment ciblés, mais plus voilà, des chimiothérapies ou des médicaments anti-VEGF hein, contre les vaisseaux ou contre les proliférations endothéliales. Et ça, eh bien, c'est des choses qui ne sont pas ciblées. Alors pourquoi est-ce que je le dis? Parce que moi, je pense que l'avenir, c'est des thérapies qu'on dit ciblées, hein, c'est-à-dire précise contre la tumeur si possible et pas contre le reste du corps. Donc soit par un médicament qu'on injecte dans le corps qui aille directement au contact de la tumeur parce qu'elle la ciblerait de manière précise, soit eh bien peut-être des médicaments qui soient moins précis mais qu'on s'affranchisse de cette barrière hémato-encéphalique et que finalement on aille au plus près de la tumeur. C'est ce que montrait tout à l'heure le docteur Maudy avec le gliadel. Malheureusement, le gliadel, il est dans la cavité, il a du mal à pénétrer dans le parenchyme autour. Finalement, les récidives, elles sont infiltrantes un peu plus loin et celles-ci ne sont pas vraiment attaquées par le gliadel, cette chimiothérapie qu'on met dans la cavité opératoire, mais c'est vraiment voilà, cette idée qui semble quand même être très intéressante. Hein. Donc, sur cette diapo, je vous ai mis deux publications très importantes pour moi, mais bon, malheureusement, qui sont que sur quelques cas, hein, voire même un seul cas, hein, mais enfin. Je vous ai mis les deux images du cerveau pour illustrer. Donc celle de droite, eh bien, c'était un glioblastome, donc une tumeur la plus agressive, qui avait été traitée avec un virus recombinant, donc quelque chose de finalement pas très précis, hein, enfin, qui est censé faire comme le virus se répliquer dans les cellules. Et donc l'idée, c'était qu'elle se réplique de manière un petit peu précise dans les tumeurs, dans les cellules tumorales. Bon. Et elle avait été mise directement dans la cavité opératoire. Comme je vous l'ai montré, là j'ai enlevé une partie de l'os sur l'image. C'était directement dans la cavité opératoire. Il y avait une très bonne réponse, mais des récidives à distance. Et donc l'autre à gauche, c'était un glioblastome qui avait été traité également avec
des cellules du corps du patient, des cellules immunitaires, hein, donc des lymphocytes qui avaient été modifiés pour être activés et cibler précisément les cellules de glioblastome. Et vraiment, cette fois-ci, c'était beaucoup plus intéressant dans le concept puisque ça avait été injecté en intraventriculaire, c'est-à-dire directement dans le liquide dans lequel baigne le cerveau. Et de fait, la diffusion de cette thérapie a été sur l'ensemble du cerveau avec une diffusion parenchymateuse qui passe par tous les espaces péricérébraux, donc en fait un petit peu diffus. Et cette publication est très intéressante pour moi puisqu'elle permet de montrer que c'est possible et qu'en plus, avec cette publication, c'était l'association d'un traitement qui était premièrement ciblé, c'est-à-dire qui essayait d'attaquer quasiment exclusivement les cellules tumorales et en plus une administration ciblée, donc c'est vraiment un traitement entre guillemets d'avenir et qui pour moi sera très intéressant. Alors, malheureusement, ça c'était un cas clinique. On attend les études ultérieures qui étaient sur un nombre de patients plus important et qui ne sortent pas. Alors, c'est toujours un petit peu inquiétant puisque des choses qui sont censées être miraculeuses, normalement, les essais cliniques derrière fonctionnent aussi, donc bon, à voir. Mais en tout cas, c'est ce genre de technique qui est vraiment prometteuse. Alors ensuite, de manière un petit peu plus réelle et actuelle, tout simplement, on a essayé d'augmenter l'efficacité des traitements déjà connus, de radio et de chimiothérapie, avec des ultrasons. Ça a été prouvé, hein. Il y a une augmentation de la survie. Alors elle est modeste, mais enfin elle est présente, hein, avec une vraie augmentation des réponses, avec un dispositif que vous pouvez voir là sur cette image à droite, avec en fait un sac à dos, hein, qu'on a dans le dos et qui permet de mettre la batterie qui est ensuite adaptée sur le crâne, hein, pour raser le crâne, et puis mettre des différentes des patchs qui font des ultrasons sur à peu près tout le crâne. Et l'idée, c'est de rendre plus difficile la mitose, donc les cellules du cancer et du mal à se diviser. Et on rajoute bien sûr le traitement habituel, et donc c'est censé être synergique. Il y a un effet. Après, cet effet est modeste. Et puis actuellement, ce dispositif n'est pas accessible de manière facile en France puisqu'il n'est pas remboursé. Et comme il est très cher, on a ce problème actuellement. Mais bon, à voir si cette technique se développe. Donc voilà, ça c'est ce que voilà. C'est ce dont je vous parlais. Donc maintenant, il y a quelque chose d'encore plus avancé. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il y a un essai clinique qui va bientôt commencer. C'est l'équipe de professeur Carpentier à Paris avec Cartera, donc, qui est le laboratoire qui le développe. Et donc, vous voyez en haut à droite, on a finalement le petit dispositif qui est des ultrations, mais qui sont mis de manière locale et beaucoup plus précise. Ce n'est pas sur le crâne, mais à la place en fait de l'os. Donc, lorsqu'ils sont opérés, lorsqu'on suspecte en fait un glioblastome à l'imagerie, hein, qu'on avait dit très précise tout à l'heure, eh bien, on le suspecte. Et à la place d'enlever l'os lors de la chirurgie et de le remettre, eh bien, on enlève l'os au niveau de l'abord chirurgical et on remet des dispositifs qui font des ultrasons, donc précisément en regard de la zone opérée. Ensuite, on fait le traitement de radio et de chimiothérapie et c'est censé augmenter l'efficacité puisque ça altère la barrière à ce moment-là. Et le fait d'altérer la barrière, ça veut dire que les médicaments peuvent passer en concentration beaucoup plus importante. Donc, toujours cette idée en fait d'augmenter les médicaments et la concentration des médicaments de manière locale, là où il faut, entre guillemets. Donc ça, c'est un essai clinique qui va débuter. Alors bon, c'est toujours le problème de quand, parce qu'il y a toujours des lourdeurs administratives très importantes en France, mais en tout cas, ça va débuter bientôt. Et puis voilà, donc là, je vous ai mis de manière plus conventionnelle les essais cliniques qui sont actuellement ouverts, que ce soit surtout à Bordeaux et puis plus globalement en France, au moins, bien entendu, il y en a d'autres. Enfin, et ces essais cliniques, je ne vais pas les détailler, mais enfin, ils sont avec des médicaments plutôt généraux, qui ne sont pas vraiment précis, sauf pour, comme vous pouvez voir à droite, au milieu, un vaccin. Bon, on verra s'il peut aider.
globalement, les essais cliniques actuellement sont plus sur les immunothérapies qui ont été essayées là, dans les 2-3 dernières années, qui malheureusement ont été un échec. On était un peu déçus parce que ça a marché dans plein d'autres cancers. Donc, on espérait que ça marche également dans le cerveau. Bon, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, ça, on va le laisser un peu de côté, du moins pour l'instant. Mais voilà, les chimiothérapies après, les modalités, on essaie de modifier un petit peu les médicaments qu'on a déjà pour voir ce qu'on peut optimiser. Et puis, bien entendu, après, les cibles un peu spécifiques et tout ce qu'on voit en recherche fondamentale, ben, peut-être qu'on pourra les appliquer en essai clinique. Il y en a régulièrement dans plusieurs centres en France. Actuellement, on n'a pas eu encore qui ait montré de vrais bénéfices, mais dans le futur, il y en a sûrement qui vont y arriver. Et d'ailleurs, on est bien entendu en interaction avec les différents cliniciens en France. Hein. Nous, on travaille avec surtout Paris et Lyon de manière régulière, mais par exemple, on avait également développé à Rennes, enfin, on espérait aller à Rennes pour travailler également sur les aidants. Hein. Donc, c'est pas du tout du traitement, mais enfin, c'est la prise en charge globale des patients qui est à améliorer et à développer. Voilà, donc, je vous remercie. Merci Charlotte. Donc c'était très clair ta présentation et voilà quelques lueurs d'espoir. C'est vrai qu'on a essayé de définir ça ensemble au niveau des différents traitements. C'est toujours compliqué parce que les nombreux essais cliniques qui sont faits sur cet axe au niveau des glioblastomes sont assez décevants chaque fois. Tu parles avec l'immunothérapie qui avait donné beaucoup d'espoir il y a 2-3 ans et c'est vrai que voilà, ça n'a pas eu l'effet escompté. Par contre, c'est vrai que je voulais juste souligner quelque chose. Avec Charlotte, on travaille aussi sur des idées de traitement. Alors ça, c'est au niveau d'essais précliniques. Donc ça, c'est Eric Chevet qui en parlait tout à l'heure. Essayer des traitements qui sont déjà connus. Donc ça peut être du repositionnement de drogue ou ça peut être une injection différentielle, notamment. Charlotte parlait en intracérébro-ventriculaire, ce qui se fait peu actuellement pour les patients atteints de glioblastome. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Charlotte. Mais voilà, c'est vrai qu'on avait eu ce projet qui a été, hélas, arrêté en cours de route avec le laboratoire AbbVie. Mais je suis assez optimiste pour qu'on puisse développer ce type de démarche dans les prochaines années. Voilà. Bon, ben, merci, chers amis cliniciens.